conversation du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur KTO Radio dans une nouvelle émission Carte Blanche. Dans ce rendez-vous, nous donnons la parole à un invité afin qu'il nous emmène dans son monde, dans ses rêves, dans ses combats. À chaque fois, vous serez emportés dans la vie engagée d'une personnalité qui ouvrira pour nous des horizons nouveaux pour toucher nos consciences et nos cœurs. Et aujourd'hui, c'est Joseph Touvenel, ancien vice-président de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, qui a accepté de nous rejoindre. Bonjour Joseph. Bonjour Flore. Et Joseph Touvenel a proposé à 2 autres personnes de l'accompagner ce matin. Qui avez-vous choisi ? Je vous laisse vous présenter et nous les présenter. Vous avez carte blanche. D'abord, elles se présenteront bien mieux que je puisse le faire, mais il y a Sabrina Medjeber qui est sociologue, mais qui est surtout une femme courageuse, qui a écrit un ouvrage notamment Femmes, éducation et banlieue, le triptyque du communautarisme. Elle saura nous parler de ce triptyque et on reviendra sans doute dessus. Elle aura bien d'autres choses à nous dire, parce que le courage, c'est peut-être ce qui manque le plus dans nos sociétés. On a des gens très intelligents qui arrivent à regarder les choses, à comprendre les choses, mais qui n'arrivent pas à les nommer, à les dire et à mettre les actes en conformité avec leurs analyses. Et puis de l'autre côté, comme j'ai une carrière syndicale, mais pas que, je vous en parlerai plus longuement, j'ai un camarade patron en face de moi, François de la Rue du Camp, qui nous dira aussi, mais c'était un chef d'entreprise, notamment dans une multinationale, mais pas que, il est toujours chef d'entreprise. Et il nous en dira plus sur son parcours, mais pour moi, c'est intéressant de montrer qu'il n'y a pas d'opposition systématique entre patronat, syndicat, etc. Tous ces gens sont des travailleurs, c'est ce qu'on oublie. Le salarié, l'indépendant, le chef d'entreprise, le commerçant, l'artisan, nous sommes tous des travailleurs et on reviendra sur cette valeur travail qui est bien souvent totalement marginalisée, oubliée dans sa réalité. Alors, vous m'avez demandé pour ma part, moi je suis un privilégié. Je suis un privilégié parce que je suis né dans une famille avec des parents très aimants. Une éducation que certains pourraient nous décrire comme stricte, en fait, c'est une éducation d'une très, 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 très grande liberté. Si on nous a donné des normes, on nous a donné des règles, par exemple, 7 enfants à table, on ne parlait pas comme on voulait, à la limite, on demandait la parole, et quand les adultes parlent, les enfants se taisent. Oui, mais à 14 ans, on m'a autorisé à prendre mon Solex et à faire Paris-Rodez en Solex. Pendant 3 jours, en passant par le Massif central. Vous voyez, l'éducation qui vous permet aussi de faire des choses qui aujourd'hui se paraissent inconcevables. Un gamin de 14 ans qui prend le vieux Solex et hop, en avant. Donc cet espace de liberté, il s'est construit aussi avec le scoutisme et avec des parents très engagés socialement. Chrétiens sociaux, ça ne veut pas dire socialistes du tout. Chrétiens sociaux. Et pour vous donner qu'un exemple de la chance que j'ai eue et de ce privilège de cette éducation, mon père était médecin. Donc je suis un fils de la bourgeoisie. Il a été par choix social médecin des prisons de Fresnes. Il était médecin libéral, mais en même temps, il allait dans les prisons de Fresnes. Nous sommes avant-guerre. Pendant la guerre, il a continué, il a monté un petit réseau au sein des prisons de Fresnes. Il s'est fait arrêter, évidemment condamné par le tribunal allemand du Grosse-Paris, emprisonné. Et à la Libération, il a retrouvé son poste de médecin-chef des prisons de Fresnes. Sauf que là, il s'est élevé contre les mauvais traitements, contre des prisonniers issus de la collaboration, en disant, dans mon infirmerie, il n'est pas question, par exemple, que quelqu'un qui va peut-être être fusillé dans 2 jours, mais qui est très gravement malade, très gravement atteint, passe ses dernières heures, ses derniers jours enchaîné à un lit, il ne va pas se sauver en courant, c'est impossible, sa santé ne lui permet pas. Il a donc été radié. Il a mis l'administration en procès, nous sommes juste après-guerre, il a gagné, il a été réintégré et il a démissionné. Parce que ces valeurs ont fait qu'il s'est opposé au nazisme, mais ces valeurs ont fait qu'il s'est opposé aussi au mauvais traitement infligé à des prisonniers issus de la collaboration. Et grâce à ce procès d'ailleurs qu'il a eu, j'ai tout le dossier, j'ai des témoignages extraordinaires.
Et ces témoignages, ça montre que quand quelqu'un d'un peu déterminé se lève, alors il n'est pas seul. Parce qu'il n'était pas seul au sein des prisons de Fresnes. Le réseau qu'il avait constitué était dedans. Les autres médecins français, il y avait un médecin allemand qui ne voyait rien, qui était visiblement le brave homme d'ailleurs qui ne voulait rien voir. Il y avait des gardiens, il y avait des infirmières, et tout ça a fonctionné pendant plusieurs mois avec des gens qui arrivaient à partir parce que il y avait des faux certificats pour dire qu'ils devaient partir dans tel hôpital pour telle opération, et ils s'évaporaient au passage. Et donc ça montre que d'abord on n'agit jamais seul, on agit aussi avec les autres, on agit pour les autres, aussi un peu pour soi-même, pour sa conscience, mais que quand il y a cette volonté, eh bien il y a d'autres gens qui y vont et qui suivent. Moi j'ai été étonné quand j'ai relu récemment les témoignages, notamment des infirmières, etc. On n'imagine pas ce qui pouvait se passer de bien, de bon et de courageux. Et encore une fois, je trouve dans notre société aujourd'hui, c'est le courage qui manque. Alors après, je suis vraiment un privilégié puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. Non pas parce que 7e dans ma famille, mes pauvres parents n'avaient pas les moyens de m'offrir des études, non, parce que l'école m'a toujours profondément ennuyé. Et j'avais annoncé assez tôt que dès que je pourrais sortir du parcours scolaire, je le ferais. Je crois que c'est quelque chose qui était plus facile à l'époque que maintenant. Parce que maintenant, on nous demande des diplômes à tous les coins de rue. Et c'est aussi parce que l'éducation que j'avais reçue me permettait d'ouvrir des portes, d'avoir le vocabulaire, d'avoir les codes dans différentes formes de la société. Et donc ça ouvre bien des portes. Et donc ensuite, j'ai été notamment 2 ans homme de ménage. Merveilleuse expérience. Donc celui qui vient dans les studios de KTO le matin ou celle pour vider les poubelles et nettoyer les toilettes. Et l'expérience humaine est très très intéressante puisque c'est le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, il peut être bienveillant, il peut être méprisant, et puis il y a toute la gamme entre les deux. Mais ça, on le sait. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le regard méprisant ou bienveillant n'est pas lié au poste qu'occupe la personne dans l'entreprise. Le regard bienveillant ou malveillant, il peut venir de quelqu'un qui est en haut de la pyramide ou quelqu'un qui est en bas de la pyramide. Ce qui veut dire que dans la société, c'est pas le poste qu'on occupe qui fait ce que nous sommes. C'est la façon dont on vit avec les autres. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres petits boulots, etc. Et je me suis retrouvé un jour par hasard à la Bourse de Paris, comme grouillot. C'est-à-dire garçon de recette. Garçon de recette, c'est quelqu'un qui allait entre la Bourse, le Palais Brognard, et puis la Banque de France, les charges d'agent de change, etc. Et il fallait 2 qualités, un peu d'honnêteté et le sens de l'orientation, puisqu'on se promenait avec une petite sacoche dans laquelle il pouvait y avoir des sommes très importantes en titres, papier, voire à l'époque, c'était possible, en lingots d'or ou en pièces d'or. Donc ne pas se perdre avec ou ne pas filer avec. Et ça m'a fait faire une petite carrière au sein de la Bourse, puisque notamment j'ai siégé pendant 10 ans à la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été un des 12 juges en matière de délits boursiers. Ce qui est très très intéressant. Et sur ce parcours professionnel, en même temps, il y a eu le parcours syndical. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'avais été nourri par l'engagement de mes parents. Mon père médecin, il recevait gratuitement toutes les troupes scouts, guides, machins, curés, bonnes sœurs, tout ce qu'on veut de la région. On habitait Antony pour les visites médicales, pour les machins, ceux qui n'avaient pas d'argent, ceux qui donc voilà, c'est une normalité d'avoir un engagement. Et puis, j'avais travaillé dans une société qui s'appelait Le Gabax. Le Gabax, qui était juste à côté de la porte d'Orléans, qui à l'origine faisait des machines-outils, etc. Puis c'était transformé pour faire de l'informatique. Donc moi, là, à l'époque, j'étais devenu chef d'équipe dans le nettoyage, parce que c'est important. Et j'avais quelqu'un qui était là, un homme qui était pas loin de la retraite, qui avait commencé à travailler, alors, je sais plus, à 14-15 ans dans cette usine. Moi qui ne suis pas bricoleur, il m'avait montré comment on peut aimer des machines. Il y avait encore une salle avec des vieilles machines qui font du bruit, qui puent, c'est chaud, c'est machin. Et il m'avait montré comment on peut avoir l'amour de ces vieilles machines. Très bien. On se voyait 2 fois par semaine, on faisait un tour. Alors lui, il était arrivé à un poste important puisqu'il s'occupait des moyens généraux. Et dans une entreprise comme celle-là, c'est un poste important. Et puis, le Gabax a été racheté par Olivetti. Parfait.
Et puis cet homme, je ne le vois pas pendant, je ne sais plus, on va dire un mois. Et lui, je t'ai dit qu'il était en vacances, je ne veux pas, qu'est-ce qu'il est devenu? On me dit, tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Il est mort. Il a eu un accident, il a reçu sa lettre de licenciement et ça l'a tué. Cet homme profondément attaché à son entreprise, d'autant plus qu'il n'avait pas d'enfant. Donc son entreprise, c'était sa vie. À l'époque, la loi a été respectée, totalement. Personne ne l'a reçu pour lui dire merci pour vos bons loyaux services, merci pour votre engagement pour notre entreprise, merci pour tout ce que vous avez fait, mais il y a un doublon, il y a quelqu'un de plus jeune qui vient d'Olivetti, qui veut occuper de votre place. De toute façon, là vous êtes près de la retraite, donc il serait parti en système de pré-retraite, ce n'était pas ce problème-là. C'est un problème de manque d'humanité, personne ne l'a reçu pour lui dire merci. Ce n'était qu'un objet qu'on a déplacé et qu'à la fin on chassait, ça l'a tué. Et je me suis dit, dans le système, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, d'où mon engagement syndical. Mais je pense que maintenant, s'il y a 2 invités, ils ont beaucoup de choses à dire, et notamment Sabrina qui va pouvoir se présenter. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sabrina Medjeber, et je vais reprendre un peu le fil conducteur de Joseph, parce que je le trouve très intéressant. Moi, je suis issue de l'immigration algérienne, post-indépendance de l'Algérie. Je suis le fruit d'un mariage endogame, matérialisé en France par le regroupement familial, mon père étant arrivé en premier. Évidemment, mon père est arrivé en France parce qu'à l'époque, il y avait 2 choix. En Algérie, vous aviez 2 bureaux. Post-indépendance, ou le bureau des fonctionnaires, ou bien le bureau dit de la main-d'œuvre. Donc mon père, ayant grandi dans les villages de Kabylie, sachant parler français évidemment, puisque l'Algérie est et reste toujours un pays francophone, malgré les turpitudes de la junte algérienne d'aujourd'hui, a décidé donc de tenter sa chance. Voilà, il a tenté sa chance parce qu'il voulait continuer à vivre le rêve français. Alors ça paraît complètement dingue aujourd'hui, ça paraît désuète, ça paraît que même fascisant de dire qu'un Algérien, après 1962, voulait venir en France pour vivre le rêve français. Et ben voilà, c'était le cas de mon père. Donc il est arrivé en France, il a commencé à loger dans ce qu'on lui attribuait, des studios comme ça, des chambres d'hôtel, des cousins qui étaient déjà là, qui l'ont logé. Alors ça a commencé à Montreuil-sur-Seine et il a commencé à travailler comme garçon de café, c'était son rêve. Voyez-vous, il a intégré le Dôme de Montparnasse. Ça a été son premier emploi. Et d'ailleurs, il me dit aujourd'hui, lorsqu'on nous y retournons pour déjeuner, il me dit, tu vois ma fille, l'affaissement aujourd'hui de la société française, c'est de voir l'accoutrement des garçons de café. À mon époque, nous étions tous très bien habillés et nous n'avions pas le droit de travailler si la chemise n'était pas repassée, si le cafetier n'était pas impeccable, si le pantalon n'était pas impeccable. Et aujourd'hui, quand je vois l'état, alors c'est évidemment la grille de lecture de mon père, moi j'ai pas connu ces années-là, mais pour lui c'est un signe, c'est un marqueur de l'affaissement de ce qu'est la courtoisie française, l'art de vivre français, le bistrot français qui fait presque, je crois aujourd'hui, ou qui a volonté de faire partie du patrimoine immatériel de l'humanité, c'était important pour lui. Donc bref, c'était la petite histoire. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il a travaillé en tant que serveur et puis ensuite en tant qu'ouvrier dans les usines, n'ayant pas les moyens d'habiter Paris, il a fui la capitale et puis nous avons été installés à Argenteuil au départ. Et ensuite à Pontoise, au Louvret. Et de là, moi je suis née à Montreuil, mais j'ai grandi dans la cité des Louvrais. Ce qui caractérise ma singularité et ma légitimité même dans mon parcours et mon propos et mon engagement surtout, c'est que je suis le fruit de 2 générations d'une biculturalité issue d'un monde ouvrier ayant grandi dans des quartiers populaires et dans une cité qui aujourd'hui est classée zone hors contrôle. Je vous donne un exemple très caractéristique de mon parcours. Nous avons connu une famille, à l'époque, dans la cité qui s'appelle la famille Ramdani. Et donc moi, j'ai très bien connu Ammar Ramdani. Et il se trouve que ce garçon, aujourd'hui, est en prison parce qu'il a été une des chevilles ouvrières de l'attentat de l'hypercacher et des attentats contre Charlie Hebdo.
Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai vécu finalement et charnellement toute cette déliquescence-là de ce qu'on adore appeler l'intégration culturelle et la politique de la ville. Moi, le communautarisme, la logique clanique, le proto-terrorisme, l'ultra-voilement des gamines dans les quartiers, le jeu de la surmusulmanité, l'empêchement de vivre et de déclamer, de réclamer et de décrier son amour pour la France, l'échec de l'assimilation, je l'ai vécu depuis mes plus jeunes années, c'est-à-dire les années de l'adolescence, les années où l'individu commence à se singulariser, les années où l'individu commence à appartenir ou pas à un groupe, la logique communautaire, la clôture communautaire, l'anthropologie clanique, le tribalisme solidaire, l'empêchement pour les jeunes filles de pouvoir s'émanciper du joug, le fameux joug patriarcal que ces féministes aujourd'hui invisibilisent parce que ça fait le jeu des mauvais bourreaux et des mauvaises victimes. Tout ça, je l'ai vécu et j'ai donc décidé, après un parcours personnel et professionnel protéiforme, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai fait 1000 métiers, tout comme Joseph, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, non pas parce que l'école m'ennuyait, bien au contraire, l'école était pour moi un refuge identitaire parce que c'est grâce à l'école que j'ai réussi à comprendre que j'avais une chance. Moi, j'avais un père ouvrier absent, mais j'avais une mère maltraitante. Et je voulais comprendre pourquoi est-ce que ce schéma-là du patriarcat n'a jamais été brisé par les femmes. Et en fait, on se rend compte, quand on étudie, quand on contemple, quand on observe, quand on creuse, quand on dialogue, finalement, que ce patriarcat-là, musulman, vient aussi du matriarcat et que les femmes sont parfois aussi les courroies de transmission du patriarcat parce que ce sont elles qui élèvent leurs garçons et que les modalités éducatives des biotopes culturels arabo-musulmans font la différence aussi. Ils invisibilisent la femme et ils sacralisent le garçon. Et peut-être que l'un des vices racinaires aujourd'hui du problème de l'intégration culturelle vient de l'éducation qu'octroient les femmes à leurs garçons. Mais c'est le problème aujourd'hui en France, voyez-vous. Il y a une société républicaine et il y a une dissociété clanique. Et l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner. Donc il y a tout un tas de problématiques. Merci Sabrina. Pardon. Non, mais je suis désolée merci parce que ce sont des sujets... d'être allé au bout et profondément sur ce parcours et sur une réalité. Voilà, parce que tu as parlé de l'amour de la France. Et c'est rare d'en entendre parler. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour découvrir le parcours du deuxième invité de Joseph Touvenel, François de la rue du Camp. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
et nous nous retrouvons sur KTO Radio dans notre émission Carte Blanche. Aujourd'hui, c'est Joseph Touvenel qui a carte blanche et qui voulait, je crois, nous dire un mot de la musique que nous venons d'entendre. Oui, vous venez d'entendre Bella Ciao, mais la véritable version, c'est-à-dire la version originale, celle des femmes italiennes qui, dans les rizières, avaient un travail très difficile. Nous sommes au 19e siècle, et parlaient et chantaient de leur travail, et en même temps, c'est un hymne à la Vierge, puisqu'elle s'adresse à la Vierge Marie, alors qu'aujourd'hui, Bella Ciao est considérée comme un chant révolutionnaire. C'est vrai que la foi en la Vierge Marie est révolutionnaire. Et je vais laisser la parole à François de la Rue du Camp, alors qui est un révolutionnaire à sa façon, parce qu'il a fait beaucoup de choses au niveau professionnel. Et je l'associe à ce monde du travail parce qu'un patron, c'est un travailleur. Il y a des bons et des mauvais patrons, comme il y a des bons et des mauvais ouvriers, alors qu'aujourd'hui, on lui met dans la tête une lutte des classes permanente qui, à mon sens, n'a justement aucun sens. Bonjour, François de la Rue du Camp. Un nom un peu lourd à porter, puisque pratiquement je donne mon adresse avec mon nom. Et c'est travailleur patron, patron travailleur, effectivement, c'est ainsi qu'on se connaît, Joseph. Et alors d'où je viens ? Je viens d'un milieu très particulier parce que c'est les vieilles familles françaises, aristocrates. Alors n'imaginez pas un grand château, etc. Non, c'est une petite ferme. Et j'ai vu mon père traire les vaches à la main. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne ferai jamais ce métier-là. C'est trop dur. Ça m'a poussé, ça m'a aidé à faire des études sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Un milieu qui est en fait une vieille famille, mais qui n'a plus de ressources. Et donc, un père maurassien, athlète, vice-champion de France de saut en hauteur, mais professeur d'éducation physique, mais qui a préféré la terre, et la liberté. Si vous connaissez la fable de La Fontaine, entre le chien et le loup, hein, et il a préféré être loup. Moi, je suis devenu un peu chien, je vais y venir tout à l'heure. Et une mère gaulliste. Donc, des débats politiques fort animés. Cette difficulté du métier de paysan m'a poussé à faire des études. Alors, j'ai fait des études, donc licence de mathématiques, école de gestion, etc. Mais j'avais ce moteur en permanence, et à la faculté de mathématiques, j'ai appris un peu la politique, se tourner vers les autres, hein, et là j'ai milité à l'extrême gauche et à la Ligue communiste révolutionnaire, donc à renommer nos amphis Bakounine, etc. Et en fait, je cherchais quelque chose, je cherchais un absolu, tout simplement. Et après, je me suis jeté dans le monde du travail. Je suis rentré dans une entreprise, un grand groupe japonais, Canon, je sais pas, on peut le nommer. Et j'ai eu beaucoup de chance. Dans cette vie professionnelle, parce que j'ai toujours eu une bienveillance des gens avec qui j'ai travaillé. Une bienveillance, c'est-à-dire que c'est dans le monde de l'entreprise peut être extrêmement brutal. Hein, c'est vraiment, il peut y avoir des luttes individuelles très très fortes. Et bien là, environné par la culture japonaise, sur laquelle je pourrais faire moi une émission complète, mais j'ai eu la chance d'avoir un excellent produit que j'ai environné entièrement en France, un micro-ordinateur, et puis ainsi de suite. Après, on m'a confié d'autres lignes de produits, je suis devenu directeur marketing, commercial, directeur général, etc. Et puis président. J'ai été amené à licencier des gens. Ça a souvent des impacts sur des individus très forts, le licenciement. Je suis passionné de la vie, je suis passionné des humains. Et quand on licencie, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, Joseph, j'ai un souvenir terrible d'une personne que j'ai licenciée. Alors, je suis chrétien, un vendredi saint, et qui ne croyait pas à ce que j'allais faire. Et je lui dis, mais Frédéric, tu comprends ce que tu as fait individuellement, aller à l'encontre de l'intérêt de la collectivité, du bien commun. Donc je te sacrifie. Mais je l'ai fait droit dans les yeux. C'est un souvenir que j'emmènerai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ces licenciements, je l'ai connu aussi, moi, en tant que j'ai été président, directeur général de Canon France. J'ai été licencié. Quand on est mandataire social, c'est extrêmement brutal. Mais bon, c'est un privilège, sans doute. J'ai été rappelé, parce que j'avais eu un désaccord très important avec
un hiérarque dans l'organisation européenne et qui en fait avait tort, j'avais raison et on m'a rappelé. Alors ça flatte l'ego, hein, évidemment, hein, c'est vrai, autant le dire, j'ai été flatté d'être rappelé et je suis parti après à Londres, donc j'ai passé 3 ans où j'ai beaucoup apprécié de ce pays de la perfide Albion, mais où j'ai eu l'occasion de rencontrer et de travailler et d'avoir des équipes internationales, donc russes, italiens, allemands, anglais, etc. Et c'était une expérience extrêmement enrichissante. J'ai quitté Canon en 2015, j'ai créé une entreprise de 100% digital, d'exploitation de bases de données sur les produits techniques, ordinateur, appareil photo, téléphone mobile, avec quelqu'un que j'avais rencontré, qui est franco-roumain, qui était le directeur technique du labo test de la FNAC. Et puis, donc avec des bureaux de développement à Bucarest. Et puis, j'ai revendu mes parts pour prendre une retraite que je voulais un peu passive, retourner peut-être dans mes terres. Mon enfance me rattrape, sans doute. Et retrouver ce bon sens paysan, les vraies choses. La nature ne ment pas. Donc, toujours besoin de cette recherche d'idéal quelque part. Et puis, quand même, on m'a dit, tiens, François, viens donc à un OGEC, une organisation de gestion d'enseignement catholique. Je suis secrétaire du conseil d'administration de la Madone, dans le 18e. Donc, c'est un groupe scolaire intéressant, 2000 élèves. C'est un quartier difficile, le Championnet, et où il y a des parcours de l'école primaire jusqu'à la licence informatique assez fabuleux. Je suis également intervenant à l'UCO à Angers depuis juste 1 an sur un Master 2 sur le Made in France. Voilà où j'en suis et mes passions sont là où les mathématiques, recherche de conviction, toujours, d'idéal, et puis bien entendu la vie avant tout, et la vie dans tous ses aspects, donc, profond respect pour la vie. Et bien sûr, quand on aime la vie, on aime les autres. Et c'est tout le but de l'engagement, peut-être. D'ailleurs, quand on aime les autres, c'est qu'on s'aime soi-même. Et quand on n'aime pas les autres, c'est que visiblement, on doit avoir des difficultés avec soi-même. On le voit dans les réactions tout au long de la vie. Et ce que tu faisais là, avec ton parcours professionnel, alors il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais ça nous amène au travail. Et je voulais qu'on parle ce matin de la valeur travail. Le travail, ce n'est pas ce qu'on nous en raconte tous les matins. C'est même pas la théorie économique. Le travail, si je prends la théorie économique, j'apporte ma force physique et ma force intellectuelle. Et en contrepartie, j'ai une rémunération. Le travail, c'est tout sauf ça. Travailler, c'est participer au bien commun. En travaillant, je me réalise. Pour le chrétien, d'ailleurs, je suis co-créateur. C'est-à-dire que je suis quasiment au niveau de Dieu. Je suis co-créateur. Le travail, c'est tellement peu... Alors, évidemment, la contrepartie financière dans le milieu économique est important, parce que ça permet de vivre dignement, d'avoir son autonomie, de bâtir et d'avoir des projets. Mais je peux travailler sans être rémunéré. Quand Sabrina, tout à l'heure, nous disait l'importance de la mère de famille qui élève les enfants, c'est un travail, c'est une participation au bien commun. C'est être ô combien co-créateur, c'est-à-dire je participe aussi à ce que va devenir cet enfant qui va devenir un adulte. Eh bien ça, c'est pas rémunéré. Le bénévole qui encadre des scouts le dimanche après-midi ou des guides, il n'est pas rémunéré, pourtant il travaille. Et donc il faut qu'on reprenne ce sens vrai du travail dans notre société qui est totalement oublié et marginalisé. Et puis je veux rassurer les Français, hein. On n'arrête pas de nous dire que les Français ne travaillent pas assez, travaillent plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que nous dit la statistique ? Elle nous dit par exemple que sur l'année, les Français travaillent 100 heures de moins que les Allemands ou les Britanniques. Sauf que c'est sur la classe d'âge, en âge de travailler. Ceux qui travaillent autant, voire plus. Mais la statistique prend en compte ceux qui ne travaillent pas. Et donc le but aujourd'hui, ça serait de faire que tous ces jeunes qui ne travaillent pas
Et toutes ces personnes qui sont mises en dehors de l'entreprise parce qu'on les voit comme trop âgés, soient en emploi. Et quand on nous dit « allez travailler plus », j'en suis d'accord. Commençons par ceux qui ne travaillent pas du tout. Alors, évidemment, j'oublie les personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas travailler, mais c'est très très marginal. Mais il y a aujourd'hui toute une partie de la population qui ne travaille pas. Beaucoup voudraient travailler, mais n'ont pas de boulot. D'autres ne veulent pas travailler et vivent du système. Et si on n'a pas le courage de le dire, de le voir et de le démontrer, ça c'est relativement facile, alors on ne réglera pas ce problème qui est d'une injustice, mais alors totale. Quand on regarde des gens qui travaillent au salaire minimum, généralement c'est des boulots difficiles. Quand on est en région parisienne, on a les horaires de transport, on ne va pas habiter Paris, on n'en a pas les moyens, on est loin. Quand on est en province, on a besoin d'une voiture, de ces vieilles voitures qu'on veut interdire, parce que là-haut, il y a des gens qui ne voient pas la réalité du terrain. Il n'y a pas qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une nouvelle voiture, qui ont juste les moyens de bricoler avec le copain Polo, leur vieille 4L, pour pouvoir aller au boulot. Eh bien, si, quand on continue aujourd'hui à traiter quasiment de la même façon ceux qui travaillent durement, et ceux qui ne travaillent pas, c'est une grande injustice sociale. Je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils voudraient travailler, je parle de ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils bénéficient d'assez d'aides, d'exonération, de machins, de trucs, plus le travail au black, pour vivre mieux que ceux qui travaillent. Qui le dit ? Et surtout, quelle politique se saisit de ce problème à bras-le-corps ? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Alors, j'en pense plusieurs choses. La première des choses, et c'est un très, très bel hommage que je me permets de dire, Joseph, que tu rends au travail. Alors, le travail, c'est aussi une réalisation, c'est aussi un accomplissement, c'est aussi une œuvre. On est co-créateur. Et je trouve que cette mission presque civilisatrice du travail, c'est-à-dire la construction, qui se transmet, s'oublie aujourd'hui dans la réalisation de ce que l'on fait. Je trouve que déjà rendre un hommage au travail comme réalisation, c'est une très belle chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement aujourd'hui, le travail perd son sens, et notamment chez les jeunes générations Z et Y, qui ne considèrent plus le patron comme une figure tutélaire, mais plutôt comme une autorité à combattre, et qui voudraient le considérer non pas comme un patron, mais comme un mentor. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que d'une part, les managers issus des grandes écoles de commerce sont de plus en plus toxiques parce qu'ils se sentent investis d'un pouvoir en tout cas face à des équipes qui, elles, se sentent vulnérables et qui n'arrivent plus à respecter le manager comme un patron ou comme quelqu'un qui pourrait les élever, mais plutôt comme quelqu'un qui aurait tendance à malmener leurs compétences et à ne pas être reconnaissant. Et tout à l'heure, monsieur parlait justement de l'importance de la reconnaissance au travail qui ne se trouve plus ou moins chez les jeunes générations Z et Y. Et ensuite, la dernière des choses, c'est ce qui est évidemment le plus scandaleux aujourd'hui, c'est la politique de l'assistanat en France qui perdure et qui n'est pas prête de changer. Quand on voit qu'aujourd'hui, 25% du PIB sont consacrés aux dépenses sociales. Quand on voit, et on peut aller même beaucoup plus loin, et je vais juste terminer là-dessus. Les assistés aujourd'hui qui profitent des aides, ce sont qui ? Ce sont les gens qui quasiment, pour la plupart d'entre eux, puisqu'il y a une note de l'ancien préfet Michel Auboin, pour la Fondapol, qui travaille sur les logements sociaux. Qui habite les logements sociaux ? Les gens issus de l'immigration, d'accord ? 69% par exemple d'entre eux sont d'origine sahélienne. Est-ce qu'on le savait ça ? Non. Est-ce qu'on sait par exemple qu'en Île-de-France, qui regroupe 25% du parc de logements sociaux sur toute l'Europe, concentre la plupart d'entre eux et la majorité d'entre eux des populations issues de l'immigration, qui profitent du RSA, qui profitent des APL, qui profitent des allocations mère isolée, puisqu'il faut savoir que parfois, et même souvent, l'allocation mère isolée, c'est juste le cache-sexe de la polygamie. C'est aussi comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous faites le mariage religieux,
Ensuite, un mariage civil, vous divorcez d'elle sur le plan civil, mais vous restez marié avec elle sur le plan religieux. Cette personne obtient une allocation de mère isolée et ainsi de suite. C'est aussi une mascarade que personne ne dénonce. Mais bon, peu importe. Donc vous avez une population issue de l'immigration qui, pour la plupart, et c'est chiffré par, encore une fois, cette note de Michel Auboin sur les logements sociaux, vivent d'aide sociale, mais en parallèle, vivent aussi d'une économie parallèle qui s'appelle le narcotrafic. Donc, ils sont insolvables sur le plan, malheureusement, des aides, puisqu'on entend des élus vouloir les expulser parce qu'évidemment, ça crée de la délinquance et de la criminalité dans ces quartiers. On entend des élus vouloir les expulser, mais on se rend compte qu'ils sont insolvables, mais qui roulent en voiture à 100 000, 150 000, 200 000 euros, etc., etc. Puis on remonte les filières, on s'aperçoit même parfois qu'ils n'habitent quasiment pas en France. Donc, c'est pour dire aussi le problème que nous avons, parce que comment est-ce que vous voulez réhabiliter une jeunesse qui gagne 5 000 euros par mois, qui a 14 ans, qui est complètement déscolarisée, dans le monde du travail? Je veux dire, comment est-ce qu'on fait, Joseph? Comment est-ce qu'on fait avec une dépense publique qui est la nôtre? On va voir si François a une réponse après la pause, je crois, parce qu'on arrive au moment de la pause. Oui, on va faire une petite pause musicale, la seconde de notre émission, avant de nous retrouver pour la dernière partie de cette carte blanche de Joseph Touvenel. A tout de suite sur KTO Radio. Oh
On se retrouve sur KTO Radio dans la carte blanche de Joseph Touvenel avec ses 2 invités du jour. Et nous continuons à parler du travail avec, je crois, François Delarue du Camp. Alors, Sabrina, ce que je viens d'entendre, ça fait vraiment mal à la France. Mais oui. J'ai mal à ma France quand Mais j'entends des choses pareilles, parce que la valeur travail, pour moi, c'est quelque chose qui doit consolider, ça doit être le ferment, la sédimentation d'une société, le groupe. Et donc, j'entends bien tout ce que vous venez de dire, mais qui n'a pas été au chômage et est content de recevoir son ARE. Donc, qui, pour construire sa famille, n'a pas eu besoin des ressources, des allocations familiales, etc., etc. Je pense que le point de départ, je sais pas, je vais prendre une analogie très simple. Quand on joue un jeu de cartes quelconque, on apprend les règles, que les parents de Joseph lui ont enseigné, c'est extrêmement, extrêmement important. Pour moi, à partir du moment où on ne respecte pas les règles, on ne peut pas être assis à la table de jeu. Donc là, effectivement, les politiques, à chaque fois, le législateur, quand il conçoit ces piles de lois, on empile sur l'immigration, il y en a combien? C'est sans arrêt, on se remet. Mais ce qui est plus important, c'est peut-être d'en faire moins de ces lois, mais de les exécuter, Tout à fait. de les mettre en œuvre. Vous savez, quand on joue à un jeu de cartes et si on ne respecte pas la règle, soit on se fait sortir de la table de jeu, soit donc on est accusé de tricher et donc ça se voit rapidement et donc de toute façon on va s'exclure. Donc je suis toujours pris entre les deux choses, peut-être que mon passé politique lointain, le parcours que j'ai pu avoir en tant que chef d'entreprise m'amène toujours à considérer le bien commun, le bien de l'équipe, du groupe, avant celui de l'individu. Et je vais revenir, Sabrina nous a parlé de la perte de sens dans le travail pour les jeunes générations. Tu viens de nous parler de l'individualisme. Mais on l'a, c'est ce qu'on nous a donné en exemple. Alors moi, je suis un libéral au sens que je suis pour la liberté d'entreprendre, la liberté des entrepreneurs, etc. Mais toute liberté ne peut s'exercer que dans un cadre. Sinon, ça s'appelle la loi du plus fort. Pendant des années, on nous a vanté l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que l'exemple, c'était Bernard Tapie. À mon sens, c'est tout sauf un exemple. On nous a dit, le but dans la vie, c'est cette réussite-là. Même si j'écrase les autres, même si je rachète Adidas et que je fais des promesses aux salariés d'Adidas et que 2 ans après, j'ai tout fermé. Non, le but, c'est cette réussite-là, cette réussite individuelle. Et puis, si je réussis individuellement comme ça, c'est parce que je suis le meilleur. Et donc, la réussite juste de l'entreprise, sans qu'il y ait de valeur morale, sans qu'il y ait... Eh bien, les jeunes, ils ont intégré quoi? Qu'ils étaient eux-mêmes une petite entreprise. Et donc, ils veulent aussi le meilleur rendement. Et le meilleur rendement, c'est quoi? Le meilleur rendement, c'est j'en fais le moins pour en tirer le maximum. Quand pendant des décennies, on a mis dans la tête que le but, c'était d'avoir le meilleur rendement économique et le meilleur rendement social, c'est-à-dire d'en tirer un maximum de profit en donnant un minimum, eh bien, ils ont compris, et c'est toute une destruction de la société, moi, je suis mon entreprise personnelle, le reste, j'en ai rien à fiche. Le patron, ça sera forcément un emmerdeur parce que, comme je suis hyper individualiste, à un moment donné, il va me demander des choses qui ne me plaisent pas vraiment, ne serait-ce que d'arriver à l'heure le matin. Et puis l'entreprise, j'y suis absolument pas attaché. La notion chrétienne de l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine qui, si elle est dans le privé, doit évidemment être rentable, mais c'est d'abord une communauté humaine qui doit agir pour le bien commun et être co-créatrice. Et je voulais parler de l'engagement... qu'on oublie trop, ceux qui risquent leur vie pour notre pays, pour notre sécurité. Si je vous dis Jackie Thomas, Antoine Bagnis, Nicolas Grégoire, Alexis Tahani, Anthony Rivière, Mélam Baouma, Rodolphe Pénon, je pourrais continuer là, c'est des noms qui ne vous disent rien. Ils sont tous morts pour la France récemment. Ils sont tous morts pour défendre notre pays. Et ils sont morts là, aujourd'hui, face à l'islamisme.
Il faut peut-être aussi qu'on réfléchisse aux priorités. On a un ennemi. On a des gens qui nous font la guerre, qui nous ont déclaré la guerre. C'est une guerre de civilisation. Et quelquefois, on le nie ou on ne veut pas le voir parce que ça demande un peu de courage de se dire c'est une guerre de civilisation. J'étais en Israël il y a 10 jours. J'ai vu le reportage, enfin c'est un reportage, ce que les caméras des terroristes du Hamas ont filmé et ont balancé sur les réseaux sociaux les horreurs qui ont été faites. Les gens qui ont fait ces horreurs, je peux vous dire, c'est 45 minutes. D'abord, c'est un film qui n'est pas montré à tout le monde, et heureusement, qui n'est pas montré aux soldats de Tsahal parce qu'ils deviendraient fous. Ensuite, ils prennent une arme et ils tirent sur n'importe qui. Et on se dit, pendant qu'on voit ça, d'abord, quand est-ce que cette horreur va s'arrêter ? Comment se fait-il que des gens agissent comme ça ? Ils agissent comme ça parce que derrière, il y a une idéologie. Derrière, il y a des gens qui déshumanisent les autres, qui envoient des petits soldats. Alors, ils les envoient, c'est par les attentats, c'est par la terreur, mais c'est aussi par les voies de « je prends des postes de pouvoir ». C'est aussi comment j'influence la société. Moi, je ne souhaite pas la guerre. J'ai eu l'honneur de faire mon service dans un régiment parachutiste. Qui peut souhaiter la guerre ? Eh bien, il y a des gens. C'est un non-sens. Il y a des gens qui souhaitent la guerre, il y a des gens qui souhaitent détruire, il y a des gens qui n'ont que la haine au cœur et la mort au cœur. Et nous, on doit avoir l'intelligence à la fois de s'engager au service des autres, au service de la paix, mais civis pacem parabellum. Donc, pour vivre en paix, soyons armés et rendons hommage à ceux qui sont des vrais soldats de la paix. C'est-à-dire que nos militaires aujourd'hui ne souhaitent pas la guerre. Ceux qui touchent au combat de près ne souhaitent pas la guerre. Ce sont des gens qui souhaitent la paix, mais ne nous leurrons pas. Dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui veulent faire la guerre, qui nous ont déclaré la guerre, nous, la France et toute notre société. Et il faut savoir à la fois les combattre et ne pas sombrer non plus dans leurs excès, dans leur terreur. Mais on a un vrai combat à mener là, et je veux encore une fois rendre hommage. Vous imaginez les noms que j'ai donnés, mais derrière il y a des familles, il y a des mères, il y a des pères, il y a des enfants. Bien sûr. Et on a oublié ça. On les oublie. Ne les oublions pas, rendons leur hommage. Alors peut-être pas tous, mais quand même, voilà, notre engagement, nous, aux civils, c'est aussi au service de la France, au service de la patrie, c'est au service de l'humanité, en rendant hommage à ceux qui sacrifient leur vie pour nous. Alors j'entends bien vraiment ce que tu dis. J'ai 3 garçons en âge de se battre, donc dont un qui est vraiment militaire, engagé donc dans la marine, et pilote d'hélicoptère. Et simplement, tu connais bien l'adage qui est: la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Donc le problème, c'est pas les militaires. Mais que le militaire veuille la paix, oui, bien sûr, c'est sa fonction, c'est le cœur même de sa fonction. Contrairement à ce qu'on peut penser, qu'un militaire a envie de se battre et a envie de tuer, etc. Non, c'est un acteur de paix. Mais le politique, c'est une toute autre dimension. L'adage aujourd'hui, c'est la guerre est une affaire trop sérieuse pour le laisser aux politiques, visiblement. Oui. Oui, mais alors faisons de la politique. Mais on le voit très bien d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que les États-Unis. Mais ça, c'est peut-être un théâtre extérieur. Parlons de la France. Cher Joseph, tu nous parles de l'islamisme, de la guerre que nous mènent les islamistes. Mais moi, je vais te parler de quelque chose qui va peut-être te choquer, mais je vais te parler de la trahison des élites françaises. Je vais te parler de la déchristianisation qui a été opérée par les élites françaises et en vertu d'une idéologie consumériste et hédoniste. Je vais te parler de la trahison des élites par rapport à l'immigration. L'immigration qui a évidemment enterré l'assimilation. Aujourd'hui, quand un conseiller d'État comme Thierry Thiot t'émet un rapport qui s'appelle « Pour une République inclusive », et que le président de la République lui-même reprend ce terme d'inclusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'inclusion ? Nous n'avons pas à inclure, nous assimilons. La tradition française, je ne vais quand même pas revenir dans les racines historiques depuis le Concordat de Bologne jusqu'aujourd'hui,
Comment est-ce que nous avons, nous, arraché justement la séparation des cultes, la coexistence des différentes, des différents paradigmes, des différentes particularités en France pour ce qu'on appelle le creuset républicain à travers l'universalisme français. Ce sont les élites qui ont trahi notre héritage, avec notamment cette idéologie du droit à la différence, du touche pas à mon pote, du venez comme vous êtes. Eh ben forcément, venez comme vous êtes, ça veut dire venez avec vos biotopes, venez avec vos particularités, et puis vous avez le droit d'exister comme vous voulez exister. Et cette fameuse politique de la ville qui encourage précisément le séparatisme, n'avons-nous pas vu dernièrement Monsieur Benoît Payan, maire de Marseille, offrir un bail amphithéotique et dire à ces musulmans présents, on vous le doit. Mais que doit-on aux musulmans ? Absolument rien. Les musulmans vivent leur foi et fort heureusement, nous n'avons pas à juger de leur foi. Ils ont évidemment le droit d'exercer leur culte comme les chrétiens, comme les juifs. Mais pourquoi est-ce que ces élus leur octroient des droits préférentiels ? Au nom de quoi ? Et pourquoi ? Au nom de la peur. Au nom de la peur. Et de l'intérêt immédiat. Absolument, absolument. Au nom d'une logique clientéliste, mais moi j'ai beaucoup plus loin que ça, au nom d'un pacte de non-agression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces élus font vivre les gens de ces habitants comme des dhimmis. Voilà, comme des sous-citoyens, en octroyant des pouvoirs supplémentaires, des droits préférentiels aux frères musulmans qui assoient cette idéologie. Donc on ne peut pas à la fois avoir un président de la République, nous seriner, nous combattons l'islamisme, l'idéologie islamiste qui fait le lit idéologique du terrorisme, et en même temps installer volontairement cette idéologie sur notre sol. Je suis désolée. Non, mais ne sois pas désolé, moi je te rejoins. Et le drame pour moi, mais je pense pour tous ceux qui sont autour de ce micro, c'est qu'il y a des gens issus de l'immigration, y compris de l'immigration musulmane, etc., qui ne partagent pas du tout, qui veulent se sortir de la mainmise des frères musulmans dans les quartiers, et on ne les aide pas, au contraire. Je vais vous donner un exemple, moi qui m'a frappé. Quand il y a eu les attentats Hyper Cacher, mon épouse, maintenant elle est à la retraite, elle était enseignante, mais spécialisée, elle prenait les élèves en difficulté, très très respectée dans notre commune et dans les écoles. Elle s'entendait très bien avec les familles connues depuis des années. Il y a eu dans une école un problème avec d'abord des enfants issus de l'immigration qui se tapaient dessus, les uns disant tout ça, les attentats d'Hyper Cacher, c'est bien fait, c'est bien mérité, les autres disant mais on ne fait pas d'attentats. Des enfants, c'est remonté aux parents. Comme elle a de l'autorité et qu'elle est reconnue, on l'a appelée en urgence, mon épouse. Elle est allée dans cette école. Elle a calmé les choses. Elle a calmé les choses en disant aussi la vérité, en disant non, les attentats, c'est inacceptable, point barre. Qui que ça touche, voilà. On ne tue pas les autres, on ne tue pas des innocents. Oui, mais la faillite du système, c'est qu'après, il aurait fallu que les familles qui défendaient les attentats, qui disaient que c'était normal et que c'était bien mérité, qu'elles soient convoquées par l'autorité administrative et qu'on leur dise ce que vous dites est inacceptable. Ah non, l'autorité administrative, là, l'autorité de l'éducation nationale, il y avait une petite main qui avait fait le boulot. J'oublie. Eh bien, qui avait gagné dans la cité ? Ceux qui soutenaient les attentats. Parce que les autres n'ont pas été soutenus. Et les autres, après, ils ne veulent pas vivre l'enfer. Ils ne veulent pas voir leur voiture cramée. Ils ne veulent pas se faire insulter et cracher dessus en permanence. Alors, ils baissent la tête, eux aussi sont des ennemis. Mais absolument, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. D'ailleurs, la plupart des Français issus de l'immigration comme moi, qui nous nous battons pour la France, pour notre pays, nous sommes les sacrifiés de la République, nous sommes les enfants perdus de la République, nous sommes invisibilisés, nous sommes silenciés. Tu as tout à fait raison. Et lorsque tu parles justement de l'antisémitisme, parce que tu faisais référence à l'Hyper Cacher, avez-vous vu récemment le dernier sondage de l'IFOP qui montre à quel point les enfants dans les écoles, les enfants juifs et la considération, la perception qu'ont les enfants des juifs, mais c'est hallucinant cette étude de l'IFOP. Donc oui, évidemment qu'il y a heureusement des Français issus de l'immigration qui se battent pour la France, mais aujourd'hui, c'est un crime de lèse-francité, c'est une trahison communautaire, c'est perçu comme ça, c'est une mise à mort sociale, si ce n'est pas même une mise à mort physique. Nous sommes combien à pouvoir nous exprimer ? Des Mohamed,
qui travaillent dans la police, des Sofiane qui travaillent dans les unités chez les pompiers, des Sabrina Medjeber qui osent porter la voix de ces jeunes filles aujourd'hui qui, parce qu'elles portent une jupe, elles sont tabassées dans les quartiers. C'est ça la réalité. Combien sommes-nous? Est-ce que le politique nous prend en compte? Est-ce qu'on nous écoute, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Absolument rien. On nous met sur le banc. Pourquoi? Parce que l'idéologie de l'extrême gauche, elle a tout infiltré. La gauche a tout métabolisé depuis 40 ans. Elle a pris en otage l'éducation, elle a pris en otage la presse. Donc à partir de là, c'est fichu. Plus, en parlant de la presse, ça c'est une partie de la magistrature en France. 2 conseils de lecture, parce que, 1, il faut s'engager en essayant de voir la vérité et n'a pas peur de la vérité. Et 2, il faut se former. Alors, un premier ouvrage, c'est Padré, c'est le mémoire d'un aumônier militaire, c'est les mémoires de Yannick Lallemand, qui était aumônier de la Légion et des armées. Ça a été écrit avec Frédéric Ponce chez Talandier. C'est un magnifique ouvrage, plein d'humanité et de réalisme. D'ailleurs, quand on voit un de ses premiers sauts, c'était sur Coloésie, qui décrit, il atterrit sur des tas de cadavres, il en est toujours traumatisé. Deuxième traumatisme très fort pour lui, il était à Drakkar, l'attentat contre Drakkar, où, vous l'avez peut-être compris, j'ai 2 de mes camarades qui sont tombés à Drakkar. C'est plein d'humanité et c'est plein d'espérance, ce livre. Et le deuxième livre, qui vient juste de sortir, d'Alexandra Lénier de la Bastide, c'est André Zirnel, Le chant d'un partisan. André Zirnel, philosophe, compagnon de la Libération, mort pour la France à 29 ans. C'est le premier officier parachutiste mort pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'auteur de La prière du para. Et ce livre nous met la complexité humaine. L'auteur de La prière du para, c'était plutôt un gars de gauche à l'origine. Et c'est pas contradictoire, mais on nous formate tellement dans les esprits qu'on nous donne des images qui ne sont pas la réalité. C'était quelqu'un de très humain et de très courageux qui s'est engagé jusqu'au bout. Alors, André Zirnel, ceux qui connaissent l'histoire syndicale de la France, pensent peut-être à un autre Zirnel, qui était en fait le co-créateur de la CFTC, Jules Zirnel, qui était son oncle, et qui l'a élevé. Qui l'a élevé parce que son père était mort très tôt. Et toute cette histoire racontée dans Le chant d'un partisan est très très beau, parce que c'est aussi l'histoire de notre France. Toute une partie se passe de l'autre côté de la Méditerranée. D'ailleurs, il est mort de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça fait partie de notre histoire de France. J'engage chacun aussi à le voir, que la complexité de ces parcours fait qu'on doit s'ouvrir et qu'on arrête de caricaturer les uns et les autres, comme on le fait aujourd'hui, extrême droite, machin. Non, aujourd'hui, on a des dangers. Il faut mettre des mots sur la chose. On a un danger premier qui est chez nous, qui s'appelle l'islamisme, qui a fait des centaines et des centaines de morts. Il faut qu'on réalise ça. Oui. Et qui continue à en faire des centaines et des centaines d'innocents. Et puis on a des dangers plus loin aux frontières, on y reviendra peut-être sur une autre émission. Moi, j'ai un peu de mal à entendre des gens qui nous disent il faut réarmer, quand pendant des années ils ont fait le contraire, nous ont dit le contraire. J'ai souvenir d'un certain Emmanuel Macron qui nous a dit il y a quelques années que pour gagner beaucoup d'argent en France et faire des économies, il fallait supprimer l'arme atomique. Emmanuel Macron, il y a 15 ans. Merci beaucoup Joseph Touvenel pour cette carte blanche. Merci à vos 2 invités, Sabrina Medjeber et François de la Rue du Camp, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager votre vision de la France, de la société et des défis. Merci Flore pour cet accueil. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt sur KTO Radio pour une nouvelle carte blanche. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.